Bon, merci beaucoup. Donc, on va démarrer. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Merci à mes collègues députés et puis à toutes les personnes extérieures. Merci Jean-Luc Mélenchon de ta présence. Merci Éric Coquerel. Merci Queen Slobodian, Marlène Banquet, de nous faire l'honneur de votre présence, ainsi que merci aux éditions du Seuil pour l'aide apportée dans l'organisation de cette rencontre. La première partie de cette rencontre donc, sera consacrée à la présentation des auteurs, puis à une intervention d'Éric Coquerel. Ensuite, il y aura un échange avec la salle. Donc, je vous remercie de poser des questions assez courtes afin que toutes celles et tous ceux qui souhaitent intervenir puissent le faire. Et par ailleurs, je vous remercie également de veiller à bien éteindre votre micro à la fin de votre prise de parole pour des questions de captation de l'enregistrement. Et aussi, quand vous parlez, de parler bien dans votre micro. Donc nous avons choisi d'intituler cette conférence « Le capitalisme contre la démocratie » car nous allons le voir, les deux chercheurs que nous accueillons aujourd'hui mettent en évidence dans leurs ouvrages respectifs une nouvelle phase du développement du capitalisme, un capitalisme qui se développerait sans la démocratie, voire contre cette démocratie. Donc, Monsieur Queen Slobodian est un historien, spécialiste du néolibéralisme et professeur d'histoire économique et politique globale à l'Université de Boston. Il a notamment publié Les globalistes en 2022 et revient cette année avec un nouvel ouvrage intitulé Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie. Il y analyse le développement depuis les années 80 de zones économiques spéciales échappant aux règles démocratiques, ainsi que la pensée des intellectuels qui ont accompagné et encouragé ce développement. Le capitalisme fragmenté qui en découle s'épanouit bien mieux sans la démocratie, à rebours des discours liant nécessairement libéralisme économique et libéralisme politique. Queen, je vous laisse la parole pour en dire un peu plus. Merci beaucoup. I apologize for the fact that I'll be speaking in English, but we have a wonderful translator here, Miranda, who will be helping me. If you want to introduce yourself first. Je m'appelle Miranda Richemont-Mouillot, donc je serai l'interprète de Queen lors de son intervention et pour vous aussi également. So I'm a historian, and I wanted to say a little bit about the narratives or the stories that I think I'm trying to write or rewrite with this book. Je suis historien et je vais vous parler des deux narratifs que je tente de réécrire dans ce livre. I think that the stories I'm trying to rewrite are stories about the world since 1989, the world since 2016, and then something about the world to come, so the world of the future. Les récits, les histoires que je tente de réécrire sont d'abord un récit qui démarre en 1989, après un autre qui démarre en 2016, et puis je vais vous parler par la suite d'un récit à écrire. I think that the best way to do that is to talk about three theses, which I think we continue to rely on to understand the recent past. On s'appuie sur trois thèses qu'on utilise pour comprendre le passé récent. One of those theses is the well-known notion of the end of history. In other words, after 1989, there was sort of one model of organizing the world politically, which made liberal democracy the sort of endpoint of political development. Donc le premier récit, la première thèse, c'est celle de la fin de l'histoire. Donc à partir de 1989, on place un point à la fin de la longue phrase de l'histoire et à la fin de cette phrase est le néolibéralisme, la démocratie néolibérale. So this is the idea that capitalism and democracy are mutually complementary, work well together, and have set the future that we continue to live in. The second thesis that I think we rely on about the world since the end of the Cold War is what you could call a supranational thesis. So
maybe you just do that. Donc la deuxième thèse est celle qu'on peut appeler la thèse supranationale, qui démarre à la fin de la guerre froide. So the narrative we get is that since 1989, there has been a progressive movement of integration allowed for through new institutions, the European Union, NAFTA, the World Trade Organization, and ever more integrated flows of goods, capital, and people. Donc ce récit qu'on raconte depuis la fin de la guerre froide est un récit d'intégration, de la création de nouvelles institutions importantes, l'OTAN, l'Union européenne, et de flux de biens, de flux de capitaux et d'intégration de capitalisme et de démocratie, de leur complémentarité. The third thesis, I think, is what we could call the nation state as telos thesis. So, despite supranational integration, despite multilateral trade agreements, despite international economic governance, the idea remained that the nation state is the kind of natural container for human society, and it's sort of the final resting place, in a way, of human society. It's the natural place where we gather as collectives. Donc le dernier récit, là où on se trouve actuellement, place l'État-nation comme finalité. Malgré la création de ces institutions internationales, malgré ces flux internationaux, malgré la mondialisation, on vit dans un monde où l'État-nation est une finalité et une sorte de contenant pour les peuples, pour l'identité et pour l'histoire. So the book that we have here, The Capitalism of the Apocalypse, seeks to sort of question all three of these theses. So how does it do that? I'll just give this short summary here. I think first, it shows that already in 1989, it was not true that everyone thought that capitalism and democracy worked well together or were the only alternative for human political economy. Donc mon livre remet en question les trois thèses. Donc d'abord, pose comme première antithèse que, en fait, en 1989, tout le monde ne pensait pas que la démocratie était forcément compatible avec le capitalisme et ne désirait pas cette compatibilité. So the book gives a series of examples as evidence, the interest of people like Milton Friedman in the colony of Hong Kong, the fascination with autocratic, clan-based turbo-capitalism in places like Dubai, the interest in sort of princely kingdoms like Liechtenstein. There were many forms of political economy and politics that separated capitalism from democracy. Forms of non-democratic capitalism were actually much more successful and popular in the 1990s and 2000s, and were seen as the models for development and emulation. Donc là, mon argument s'appuie sur les exemples de Hong Kong, de Dubaï, des autocraties qui emploient une sorte de turbo-capitalisme sans démocratie. Le Liechtenstein et aussi en parallèle la fascination de penseurs comme Milton Friedman pour ces économies-là et pour leur succès qui était quand même fulgurant dans les années 1990. So just one example of that is that Francis Fukuyama famously writes The End of History, but the first thing he writes after that is an article about Asia's soft authoritarian alternative, saying actually Singapore, one-party rule in Taiwan, one-party rule in South Korea is as an alternative to liberal democracy.
Donc on voit tout de suite, avec la fin de l'histoire, Fukuyama écrit la fin de l'histoire, et l'article qu'il sort tout de suite après la parution de la fin de l'histoire est un article qui s'intéresse aux pays de l'autorité douce, les pays autoritaires doux, comme le Singapour, le Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, où on met en place un système capitaliste qui fonctionne sans démocratie, avec un seul parti ou sans activité politique démocratique. So the second thesis of supranational integration, which suggests that everything was scaling up and there was more collective governance, more oversight, is disputed by the fact that you were also getting in the 1990s thousands and thousands of new smaller jurisdictions in the forms of special economic zones, export processing zones, sites for offshoring wealth, for offshoring production. So the time of supranational integration was also a time of subnational fragmentation. La deuxième thèse est remise en question par le fait que pendant cette période d'intégration supranationale, on voit en même temps la création de milliers de petites juridictions, de zones franches, d'offshoring, de paradis fiscaux. Donc on assiste à la fois effectivement à la création de ces grandes institutions et à la fois à la fracturation des pays en zones. So globalization was not only working by scaling up, but it was also working by scaling down and cracking up territories into smaller functional units. Donc la mondialisation fonctionne à cette grande échelle et en même temps, on voit qu'elle travaille aussi à une fragmentation au sein des pays pour créer des zones franches et des zones de libre-échange qui enfreignent au fonctionnement de l'État. The third thesis, the idea that the nation-state is nevertheless the natural container for humans, is contradicted in my book by exploring extreme libertarian thought, which believes in the breakup of the nation-state as the form of polity that dominates the world. Many people in the libertarian world imagine a world of startup societies, secessionist enclaves, charter cities that don't follow the model of popular sovereignty, national self-determination that we assume to be natural. There's a desire to create bespoke, customized, smaller polities and using that as a template for the world of the future. Et la troisième thèse de cette idée que la nation reste une finalité pour la majorité des êtres humains, reste le conteneur pour les populations. Quinn contredit en explorant la pensée libertarienne qui songe à casser l'État, à casser l'État-nation en tout cas, pour créer toute une panoplie de villes chartes, d'États start-up, d'États qui fonctionnent selon la structure d'une entreprise. Et donc la troisième partie du livre explore leur pensée et leur vision de la fracturation de l'État et du piratage de l'État aussi. So if we take these three theses and question them, I think we get different narratives about the world after 1989. We get different narratives for the world after 2016, and we get a different narrative for how the world might end up looking. First of all, we can see that 2016, with the election of Trump and Brexit, was not a kind of rupture with everything that preceded it. It was not true that everything was moving towards
integration and openness and smoothness, and then suddenly there was a break. In fact, there was a lot to build on if you were interested in the usefulness of breaking up existing units, the usefulness of secession. La remise en question de ces trois thèses nous permet de voir une toute autre histoire du monde à partir de 1989 et puis à partir de 2016. Et place 2016, les événements de l'élection de Trump et de Brexit les replace, au lieu de les voir comme une rupture ou un choc ou un changement radical. Ce nouveau récit nous permet de voir que la fracturation est une finalité qui est construite depuis très très longtemps et que ce moment-là de 2016 est un aboutissement d'un travail sur le long terme que les récits que nous avions ne nous permettaient pas de comprendre. Et cela nous permet de voir l'avenir et le présent d'un tout autre point de vue. And the way that 2016 and the rise of the far right in general has been described as a kind of backlash against globalization can be, I think, better seen as a kind of front lash. I don't know how you're going to translate that. Where existing energies of capitalism are actually being accelerated rather than wound down. So it's not that people are turning away from global capitalism and returning to the safety of the nation. Actually, the far-right groups that are most successful are actually making use of that fragmentation that the 90s was actually built on and leaning into it rather than withdrawing from it. Au lieu de voir donc la poussée que nous voyons actuellement de l'extrême droite, des idéologies d'extrême droite, des partis d'extrême droite partout dans le monde, comme une sorte de contre-coup de la mondialisation et d'une sorte de fin ou de désir d'en finir avec cette globalisation et avec ce capitalisme effréné, il faut, à l'aune du récit que Quinn a construit, les comprendre comme une sorte d'offensive qui prend l'énergie de cette fracturation et de cette fragmentation très désirée et très construite par le capitalisme des années 1990. Et donc ces partis d'extrême droite s'accaparent et emploient l'énergie de ce capitalisme pour construire quelque chose d'abouti. Et donc c'est un aboutissement au lieu d'un contre-coup, d'une réaction. And so finally, I think this new narrative helps us understand better the future or the coming conflicts. We can see this very clearly in the United States right now, where on the right, within MAGA, there is a conflict that is not simply about nationalism versus globalism. It's actually about the parts of the far-right coalition that do want to create more protectionism, self-sufficiency, delinking from China, the Bannon side of the coalition, versus the Musk side of the coalition, which simultaneously wants to remain globally connected, but also beneath the layer of the nation, produce new spaces for organization, profit maximization that leave the central state disempowered, so that the scales go outward towards global competition, but then also inward towards subnational secession. L'intérêt de ce nouveau récit,
et qui nous permet de voir les conflits à venir qui sont très visibles en ce moment aux États-Unis dans les semaines suivantes l'élection de Trump, où nous pouvons voir deux camps, le camp des républicains traditionnalistes qui sont restés ancrés dans une idée extrêmement nationaliste de la politique, qui cherchent un protectionnisme, qui cherchent une souveraineté, une indépendance, notamment par rapport à la Chine, et de l'autre côté, le camp de Elon Musk, qui cherche à tout prix à maintenir un monde extrêmement globalisé et à continuer cette fragmentation et cette fracturation au niveau en dessous de l'État. Donc à pomper les ressources et le pouvoir de l'État et en même temps à profiter de ces réseaux internationaux. Donc, ça nous permet de recentrer notre pensée sur l'avenir à construire ou à éviter. So I think I'll leave it at that. I mean, that's what I try to do with the book and how I'm trying to use the book to help better understand the present conjuncture. Donc, je termine là. C'est là où je termine le livre qui, j'espère, nous permet de comprendre, de mieux comprendre la conjoncture actuelle. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va quand même vous poser des questions par la suite sur comment on fait maintenant qu'on a compris. Donc, je vais donner la parole à Marlène Banquet, qui est une sociologue et politiste, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Elle travaille sur la finance, les modes d'accumulation, la financiarisation des entreprises, la vie politique et la fin de vie. Elle est notamment l'auteure de 5 ouvrages, dont 2 avec Théo Bourgeron, « Comment la City de Londres a acheté la démocratie », donc ce qu'on retrouve également dans l'ouvrage de Queen Slobodian, et la finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme. Merci beaucoup. Est-ce que là, si je parle là, c'est bon, vous m'entendez ? Merci beaucoup de cette invitation. Je me réjouis de cette occasion de discuter de ce thème des liens et des oppositions entre capitalisme et démocratie. Je me réjouis aussi de cette occasion de te rencontrer, Queen, et de discuter directement ton travail. Alors, brièvement, j'ai essayé de réfléchir à mon propre travail à partir de ton livre, et donc de voir un peu comment il y avait des points éventuellement qui pouvaient converger ou se compléter, bref. Alors j'ai l'impression que le point de départ de cette réflexion qu'on mène est un peu la même, enfin c'est un point de départ similaire qui est de constater, ce qui ne vous étonnera pas, qu'il existe une forme de bloc d'extrême droite, quelle que soit la manière dont on l'appelle, qui se développe partout dans le monde, enfin dans beaucoup d'endroits du monde. Et quand je parle d'une progression de ce bloc d'extrême droite, je ne parle pas uniquement d'une progression électorale de ce bloc, mais aussi d'une progression. Donc il ne s'agit pas seulement d'organisations politiques qui prendraient le pouvoir dans un certain nombre de pays. Il s'agit aussi d'augmentation de think tanks ou de lieux de pensée qui diffusent ce genre d'idées, y compris dans des pays où ces organisations n'arrivent pas au pouvoir. Et puis il s'agit aussi des résultats de ce bloc d'extrême droite lors de certains référendums qui ne sont pas nécessairement des échéances électorales au sens strict. Et je pense là évidemment enfin c'est pas évidemment d'ailleurs, mais un des exemples, c'est le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, qui s'était donc soldé par la victoire du Brexit qui était à l'époque soutenu par l'aile eurosceptique des Tories, menée par Boris Johnson et par Nigel Farage, donc le leader du parti UKIP, fondé en 93, et puis par toute une série de think tanks, les think tanks dits de Tustin Street, qui étaient eux-mêmes liés à des think tanks américains. Donc on voit cette galaxie d'extrême droite, ce bloc d'extrême droite qui est composé à la fois de think tanks, d'organisations politiques, de personnalités qui se développent et qui semblent prendre de la place dans le paysage international. Quand ce bloc grossit, et notamment quand il obtient des victoires électorales, le commentaire qui est souvent fait pour expliquer ce résultat, c'est l'idée d'une insurrection populaire contre les élites. L'idée, c'est que ce bloc serait soutenu
par des classes populaires qui seraient en quelque sorte déçues par la mondialisation, déçues par le néolibéralisme des années 80, 90, 2000, et qui donc, à cause de cette déception, se tourneraient, exprimeraient leur ressentiment en se tournant vers ce bloc d'extrême droite. Alors, il y a eu beaucoup d'analyses en sciences sociales qui ont nuancé cette vision, notamment en montrant qu'il n'y avait pas de vote contestataire général qui expliquerait le vote, par exemple en France, le vote d'extrême droite, notamment parce qu'il y a très peu de transfert en fait entre le vote de gauche et le vote de droite, mais le vote d'extrême droite, pardon. Mais je laisse cette question de côté, bien qu'elle soit très bien traitée par beaucoup de travaux en France et pas uniquement, pour dire que ça laisse dans l'ombre la question d'un déplacement, et donc cette question rejoint du coup les travaux de Quine, ça laisse dans l'ombre la question du déplacement des orientations politiques, d'une part, des fractions sociales les plus pourvues en capitaux économiques, culturels et sociaux. Et l'hypothèse que je voudrais du coup essayer de présenter, c'est qu'on est dans un moment où une part des fractions dirigeantes des sociétés dites du Nord, et notamment la part patronale de ces fractions dirigeantes des sociétés dites du Nord, se détourne du bloc néolibéral qui est au pouvoir depuis les années 70 pour, au contraire, se tourner vers ce que j'appelle un bloc libertarien autoritaire, ce que je trouve être une qualification un peu plus précise que extrême droite, mais on y reviendra peut-être. Je pense que c'est une hypothèse qui peut être complémentaire de celle que défend Quine, puisqu'en fait, il s'agit pour une part des mêmes acteurs qui ont le même projet d'affaiblissement des États-nations et du modèle néolibéral, mais qui ne font pas le choix de miner ces États-nations en quelque sorte en perforant le capitalisme. J'essaie de reprendre des formules du coup qu'utilise Quine, en perforant le capitalisme pour créer des zones offshore et pour miner, si je puis dire, les États-nations de l'intérieur. Il s'agit des mêmes acteurs, mais qui font le choix d'une autre stratégie qui est en fait la stratégie de prendre le contrôle de ces États-nations pour les affaiblir, mais non pas en les minant, mais davantage en les contrôlant. Alors, ça ne vous aura pas échappé, du coup, en France, je vais juste parler du cas français et du cas américain pour que ce soit court. Donc, en France, depuis une dizaine d'années, on constate qu'un certain nombre de figures dirigeantes, un certain nombre de dirigeants économiques prennent position ou affichent une certaine proximité avec un bloc d'extrême droite, ce qui n'a pas toujours été le cas en France et ce qui, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas beaucoup le cas. En fait, il n'y avait pas beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de grands patrons qui prennent des positions publiques en faveur de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas du tout, ça veut dire que c'était assez marginal. Les choses changent depuis une dizaine d'années. La figure la plus connue en France, c'est Vincent Bolloré, qui, jusque dans les années 2000, était un néolibéral classique, et puis qui, depuis les années 2000, s'est lancé dans la défense de l'Occident chrétien. Il y a d'autres noms, Pierre-Édouard Stérin, Charles Becbédé, des gens comme Charles Gave. Bon, je ne vais pas tous les citer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est en tout cas plus du tout dans l'idée qui a pu être longtemps défendue d'un bloc d'extrême droite qui serait uniquement soutenu par des petits patrons ou par des patrons de petites et moyennes entreprises. Mais on a un bloc d'extrême droite qui est maintenant soutenu par une part des élites dirigeantes assez puissantes. Notamment, du coup, si on regarde les secteurs auxquels appartiennent ces fractions dirigeantes, elles sont principalement présentes dans les secteurs de la finance et dans les secteurs des nouvelles technologies. Si on regarde, je fais un tout petit détour par le Royaume-Uni quand même, si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment du Brexit, parce que du coup j'ai passé un peu de temps à travailler sur cette question, de la même manière, en fait, du côté des financeurs du Brexit, quand on regardait qui avait financé l'option du Brexit, les secteurs patronaux les plus représentés, c'était la finance dite alternative, je vais revenir sur cette distinction, coalisée avec une part du secteur du BTP, des énergies non propres, des énergies carbonées, et puis un petit peu aussi du tabac. Et du côté du Remain, à l'inverse, on avait la plupart des secteurs industriels, et puis les grands acteurs financiers et les acteurs de marché, c'est-à-dire qui opèrent vraiment sur les marchés cotés. Si on regarde maintenant, toujours la même chose, qui soutient quoi aux États-Unis, on constate qu'en 2016, lors de la première élection de Donald Trump, les secteurs qui étaient le plus mobilisés derrière lui, c'était les secteurs de la finance alternative, qui a une certaine cohérence dans ses orientations politiques à travers le monde,
mais aussi une part du secteur de l'immobilier et encore une fois une part des énergies carbonées, avec des gens comme Robert Mercer, Palmer, Ruffin, Manchester, le couple Bouchan. Si on regarde maintenant l'élection de 2024, donc la dernière élection de Donald Trump, les mêmes secteurs à peu près se retrouvent dans les soutiens, mais évidemment le fait marquant, qui a été d'ailleurs extrêmement commenté parce qu'il est effectivement très marquant, c'est le basculement du secteur de la tech, puisque en 2016, à part Peter Thiel, il n'y avait pas grand monde qui soutenait l'élection de Donald Trump, donc le fondateur de PayPal. Et puis maintenant, du coup, on a vu, vous avez tous vu et observé que les principaux dirigeants du secteur de la tech, du coup, s'étaient retournés du côté des Républicains et soutenaient du coup la candidature de Donald Trump. Ça s'est vu dans les donations, mais ça s'est vu évidemment aussi. Bon, je donne quelques petits exemples, mais je sais que, ces choses sont très connues. Que Jeff Bezos, du coup, qui était un ancien soutien démocrate, n'a pas souhaité que le Washington Post prenne position contre Donald Trump. Un autre milliardaire de la tech californienne, Patrick Soon-Shiong, de la même manière, n'a pas souhaité non plus, a censuré plus exactement un édito du Los Angeles Times contre Donald Trump. Ça s'est traduit aussi par des nominations pro-tech à la suite de l'élection de Donald Trump, et puis ça s'est traduit aussi par des collaborations directes avec l'État. Je donne juste un exemple, mais il y a plusieurs exemples, notamment pour Peter Thiel, il y a aussi des exemples, mais pour Elon Musk, l'exemple le plus, un des exemples les plus connus, c'est le fait que SpaceX soit en lien avec l'administration Trump pour créer Space Force, qui est un programme de militarisation de l'espace, et où là on voit bien que les intérêts du secteur de la tech et les intérêts de l'État sont complètement imbriqués. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, quand Donald Trump a été élu, les marchés ne s'y sont pas trompés, puisque les actions des fonds de capital investissement se sont envolées. Les hedge funds ont gagné 1,2 milliard d'euros juste après l'élection en pariant contre les énergies renouvelables, alors qu'à l'inverse, le secteur des énergies propres a vu ses actions chuter. Alors, comment expliquer en fait cette évolution, qui n'est pas une révolution, il ne s'agit pas du tout de dire que l'intégralité des élites dirigeantes décident soudainement d'abandonner le néolibéralisme pour faire le choix d'une autre orientation. Ce n'est pas mon propos et je n'ai pas l'impression que ce soit ce que montrent les faits. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une part, en tout cas de ces élites économiques, se détourne d'un modèle libéral qui a pourtant été très généreux avec eux et qui a autorisé la constitution de pôles d'accumulation privés très lucratifs. Une explication couramment avancée, c'est celle des convictions personnelles, les convictions personnelles de Bolloré, les convictions personnelles de Pierre-Édouard Stern, les convictions religieuses notamment. On peut aussi réfléchir à ce qu'il en est des convictions personnelles d'Elon Musk sur ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est le monde. Bon. Et c'est certainement intéressant. Néanmoins, je propose un peu dans une veine plus matérialiste qui me semble aussi être la veine dans laquelle tu travailles, Queen. Donc d'avoir une des explications plus matérialistes et de se concentrer davantage sur les intérêts matériels de ces différents groupes patronaux. Et voilà, donc je pense qu'une des explications qu'on peut avancer, c'est que depuis les années 90-2000, on assiste à une recomposition des chaînes de la finance mondiale, c'est-à-dire à l'apparition de nouveaux pôles d'accumulation, à la disparition d'anciens pôles et à l'apparition de nouveaux pôles d'accumulation. En fait, le capitalisme est toujours le capitalisme, mais on n'accumule pas pareil à toutes les périodes du capitalisme. Ce ne sont pas les mêmes gens qui accumulent à toutes les périodes, et ils n'accumulent pas tous de la même façon. Donc on est dans un moment où ces chaînes de la finance mondiale, qui est une notion qui n'est pas la mienne, mais que j'emprunte à Argaliès et Mackenzie, ces chaînes de la finance mondiale se sont recomposées et ont fait apparaître encore une fois de nouveaux pôles avec des intérêts propres. Pendant la première financiarisation, donc dans les années 70, qui est vraiment le début du moment néolibéral, le capitalisme était organisé autour de grosses institutions financières qui étaient en fait collectrices de l'épargne. Les institutions financières collectrices de l'épargne, ce sont les banques, les assurances et les fonds de pension dans les pays où ils existent, c'est-à-dire des institutions financières qui ont un accès direct à l'épargne de chacun, à votre épargne, à la mienne et à l'épargne de tous les citoyens. Ces grosses institutions collectrices d'épargne ont rencontré des entreprises
qui étaient privatisés en nombre, et cette offre et cette demande se sont rencontrées sur les marchés financiers. Et ça a créé l'écosystème, si je puis dire, du moment néolibéral, c'est-à-dire des institutions financières collectrices d'épargne qui rencontraient des entreprises privées sur des marchés financiers soutenus par des institutions régionales et internationales, l'Union européenne, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, pardon, excusez-moi, qui donc ont soutenu ce moment néolibéral et cette période qu'on peut qualifier de première financiarisation. Pour les populations dans lesquelles le néolibéralisme s'est développé, ça a créé une sorte de pacte, si je puis dire, ou d'utopie néolibérale. Je ne sais pas si le terme d'utopie est juste, mais peut-être de narratif néolibéral, qui consistait à dire aux populations, voilà, avec le néolibéralisme, notamment par rapport à la situation d'avant les années 70, effectivement, une part de plus en plus importante des protections sociales va être diminuée. Une part des fonctions que l'État assurait avant directement va être privatisée. Donc vous allez être plus fragile sur le plan économique, mais en échange de votre acceptation de cette fragilité, en échange de votre acceptation de cette augmentation des inégalités, le néolibéralisme, si je puis dire, et ses représentants vous garantit vos libertés civiques et civiles, c'est-à-dire vous garantit de pouvoir vous déplacer, vous garantit de pouvoir vivre sur le plan privé à peu près comme bon vous semble, et vous garantit de pouvoir vous exprimer. Donc en quelque sorte, l'utopie qui était derrière ça, c'était de dire oui, vous allez y perdre sur le plan économique, mais on vous garantit en fait la démocratie. Alors certes pas une démocratie réelle, pour reprendre la distinction entre une démocratie formelle et une démocratie réelle, certes pas une démocratie réelle dans laquelle nous aurions tous un usage égaux de nos droits, mais en tout cas une démocratie formelle, c'est-à-dire que vous êtes formellement en droit, égaux aux autres, et vous avez les mêmes droits. À partir des années donc 90, cette situation change, notamment parce que, comme je l'ai dit, les chaînes de la finance se recomposent et apparaissent de nouveaux acteurs, notamment tous les acteurs financiers qui n'ont pas un accès direct à votre épargne, mais qui sont des intermédiaires financiers. Ce sont des intermédiaires qui sont beaucoup décrits par Benjamin Brown, par exemple, ou par Brett Christophers, donc des gestionnaires d'actifs, en fait, les institutions collectrices d'épargne placent de l'argent chez ces intermédiaires, et ces intermédiaires, du coup, n'ont pas d'accès direct à l'épargne et s'occupent juste d'investir et juste de gérer l'argent. Ils ne collectent plus l'argent, mais ils investissent l'argent. Donc ils accumulent différemment, et leur développement s'est accompagné d'une extension de ce qu'on appelle le champ des actifs, c'est-à-dire d'une extension des possibilités de choses dans lesquelles vous pouvez investir quand vous êtes un financier. Par exemple, les petites et moyennes entreprises, le marché immobilier, qui jusque-là était relativement préservé de la financiarisation, les hedge funds, qui vous permettent d'acheter et de vendre des produits dérivés qui n'existaient pas dans le moment néolibéral au sens strict, ou de manière très peu développée, ou aussi des parties de la nature, avec les fonds à impact, l'eau, les forêts, ce genre de choses, qui jusque-là aussi étaient préservées, un peu préservées de la financiarisation. Donc cette seconde finance, c'est donc ce que j'appelle cette seconde finance, elle est liée à d'autres secteurs patronaux et donc, que je l'ai dit, des énergies carbonées, du tabac, une part du secteur de la tech, et crée une sorte de seconde coalition patronale qui n'est plus la même coalition patronale que la coalition des dirigeants du moment néolibéral, qui est une autre coalition patronale et qui n'a pas exactement les mêmes intérêts. Donc on serait pour moi dans une situation où on aurait, en quelque sorte, ce n'est pas le cas dans toutes les périodes de l'histoire, mais dans un moment où il n'y aurait pas d'homogénéité politique des élites économiques et où on aurait une divergence dans les élites économiques des pays dits du Nord, encore une fois. Évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Avec une coalition plutôt favorable au maintien du pacte néolibéral, considérant que le capitalisme est encore partiellement compatible avec une démocratie, encore une fois, réduite à sa dimension formelle, bien sûr, et un pôle patronal qui, lui, de son côté, souhaiterait s'affranchir du modèle néolibéral, notamment parce qu'il considère que les organisations régionales et internationales font peser trop de contraintes sur leur possibilité de contracter avec qui ils le souhaitent et d'investir où ils le souhaitent. Cette seconde coalition vise aussi donc à réduire encore une fois les contraintes que l'État-nation font peser sur eux en approfondissant la déréglementation et en encourageant ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire l'extension du champ des actifs.
Et puis aussi vise la réduction la plus grande possible des fonctions de l'État, en réduisant du coup l'État à sa seule fonction de garantie de la propriété privée. Juste un petit mot, en fait, cette critique du modèle néolibéral, cette critique patronale, si je puis dire, du modèle néolibéral, elle s'est développée à deux moments clés, de mon point de vue. En 2008, au moment de la crise financière, où une part du secteur financier a considéré que les velléités, notamment au sein de l'Union européenne, de re-régulation post-2008 étaient trop contraignantes et faisaient de l'Union européenne un allié qui n'était plus aussi fiable que ce qu'ils auraient souhaité. Et l'autre moment de critique du modèle néolibéral, ça a été aussi la crise du Covid, avec l'idée que l'État avait à ce moment-là eu une politique avait trop fait fonctionner la planche à billets, ou avait eu une politique en tout cas trop redistributive et pas entièrement favorable, encore une fois, aux intérêts de ces fractions. Pour conclure, enfin dans une longue conclusion, pour dire un dernier mot, je pense que du coup ça me paraît intéressant d'appeler cette sorte de coalition qui, encore une fois, à mon sens, désigne plus ou moins, enfin je ne sais pas, du coup c'est aussi une question que j'adresse à Queen en même temps, est-ce que ce sont les mêmes acteurs dont on parle ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on parle un peu des mêmes personnes, mais qui n'agissent pas de la même façon ? C'est-à-dire que certains agissent en créant des villes, des zones offshore, des espaces protégés pour se réfugier et pour protéger leurs actifs, et d'autres le font en essayant de contrôler les États. Mais par ailleurs, là du coup je m'adresse un petit peu plus à Queen qu'à tout le monde, mais par exemple dans le cadre de la gestion d'actifs ou dans le cadre des montages de LBO, les zones offshore sont extrêmement utilisées pour monter ces opérations financières. Mais en même temps, ils financent aussi des orientations politiques alternatives. Donc les mêmes acteurs peuvent faire les deux, c'est-à-dire à la fois profiter, bénéficier, encourager la création de ces zones offshore et en même temps financer le Brexit ou financer Donald Trump. C'est possible de faire... Enfin, voilà. Donc je pense que c'est intéressant du coup d'appeler cette nouvelle coalition libertarienne autoritaire, libertarienne sur le plan économique, autoritaire sur le plan social et politique. Et peut-être juste pour dire quelques mots de qu'est-ce que ça veut dire libertarien autoritaire. Alors, pour éviter tout de suite un débat d'érudition, il y a énormément de définitions du libertarianisme. Il n'y a pas du tout une définition historique. Il y a même un libertarianisme de gauche. C'était le cas notamment dans les années 70. Donc tout ça sont des étiquettes évidemment un peu massives et qui sont très discutables. Mais depuis les années 80, il n'y a plus tellement quand même de libertariens de gauche. Mais donc les idées, les grandes idées, disons, qui structureraient ce narratif alternatif, cette utopie mobilisatrice alternative à celle du modèle néolibéral, ce serait d'abord l'idée que la seule et unique liberté inaliénable est la propriété de soi et de ses biens, et que donc si cette liberté entre en contradiction avec d'autres libertés, comme la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la première doit toujours l'emporter. Et c'est une conception qu'on peut considérer, qu'on peut appeler non conséquentialiste de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée qui existe, par exemple, dans les premiers travaux de Hayek, qu'en encourageant la liberté d'accumuler, il y aura au final du progrès social où tout le monde profitera de la liberté de chacun d'être propriétaire de ses biens et de l'encouragement individuel à accumuler. Dans une certaine pensée libertarienne, il y a l'idée que par principe, on doit défendre la liberté de la propriété et la propriété radicale de soi, pour reprendre une formule que chacun connaît maintenant, quoi qu'il en coûte. Donc on défendra la liberté quoi qu'il en coûte, y compris si ce qu'il en coûte, c'est des dommages collectifs majeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la deuxième idée vraiment forte ce point de distinction entre ce narratif et l'autre, c'est l'idée que l'État ne doit vraiment plus avoir de pouvoir de régulation. Et chez les néolibéraux, il y a quand même l'idée, et donc là c'est pareil, c'est aussi une interrogation pour Queen, puisque dans ton travail, Queen, tu dis vraiment il y a vraiment le néolibéralisme et le libertarianisme sont vraiment cousins, presque frères, presque la même personne. Mais en fait, par exemple, du coup, il y a une chose qui me pose question, c'est par exemple dans le néolibéralisme, il y a vraiment très fort l'idée que l'État doit garantir la concurrence, le droit de la concurrence, et lutter contre les monopoles. Donc ça, sont des exigences minimales de l'État pour les fractions patronales néolibérales.
L'État doit faire ça pour que les gens s'enrichissent dans le respect des règles. Chez les libertariens, comme le dit d'ailleurs lui-même Peter Thiel, la concurrence, c'est pour les losers. Et donc pour lui, il n'y a pas de sujet en fait autour de la concurrence, de la lutte contre les monopoles. Il n'y a pas de régulation, y compris minimale, de l'État. Et le dernier point, c'est que peut-être que ce qui mobilise une part des gens, je sais pas, des populations qui sont attirées par ce genre d'idées, c'est qu'il y a aussi l'idée dans ce libertarianisme autoritaire de se transformer soi-même en actif, d'une sorte de self-ascetization, où en quelque sorte, à l'extension maximale des droits de propriété, correspond votre responsabilité individuelle totale. C'est-à-dire que vous êtes totalement libre, mais vous êtes du coup aussi totalement responsable de vous-même. Ça veut dire complètement responsable de vous former, complètement responsable de votre santé, complètement responsable de votre dépendance, complètement responsable de votre mort, complètement responsable de votre protection. Donc il y a toute la question sur les armes, etc. Vous êtes complètement responsable de vous-même. Vous n'avez pas à attendre, vous êtes complètement libre, mais vous êtes aussi complètement isolé du coup, et complètement en charge de vous-même. Ce qui est une conception qui s'approche beaucoup de se considérer soi-même comme un actif financier qu'on doit rentabiliser, maximiser, dont on doit veiller, on doit vérifier qu'il n'y a pas un cancer qui va se développer dans quelques temps, etc. On doit le former à son maximum, bref, qui est un rapport très entrepreneurial, très financier en fait à soi-même. Alors voilà, cette fois-ci c'est vraiment le mot de conclusion. On peut avoir l'impression que tout ça est un peu loin de la manière dont, je parle pour la France, dans la manière dont le bloc d'extrême droite se développe en France et que la situation française serait très différente de ce narratif dont je viens de parler autour du libertarianisme. Ce n'est pas, moi, mon idée. J'ai au contraire l'impression qu'il y a une évolution dans le bloc dit d'extrême droite en France, une évolution d'une ligne, je mets des guillemets, mais qui avait un petit goût social souverainiste, si je puis dire, vers une ligne plus libertarienne autoritaire et qui a permis, ces quelques dernières années, notamment autour de l'expérience d'Éric Zemmour, qui a permis de raccrocher une part du Rassemblement national et du patronat, alors que cette jonction, jusqu'ici en France, ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'on était... voilà, cette jonction ne se fait pas, elle s'opère depuis très peu de temps, et je pense qu'elle s'opère à la faveur d'une forme de libertarianisation, c'est un peu barbare, du bloc d'extrême droite en France, qui donne à l'extrême droite l'occasion et de se renouveler et de proposer de nouvelles utopies mobilisatrices et aussi de se rendre encore plus qu'elle ne l'était business compatible. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être Queen, vous voulez répondre peut-être à Marlène et puis après Eric, je te laisserai intervenir. Yeah, thank you, Marlene. I was able to get most of that, I think, through the excellent translation job here. A couple of responses, I think. One is, I think it's helpful to think about asset managers separately from this tech coalition that has made itself so prominent in the Trump presidency. One thing I find fascinating about Larry Fink and people like him is how flexible his ideology actually is, right? And it shifts with the winds of the administration. So under Biden, there was reasons to support green energy and ESG goals, so he did that. Now he will abandon that just as easily. Partially because asset managers, as you suggested, are so structurally embedded in the economy of the United States that they don't really even speak for one or the other sector, right? They sort of speak for the system as such. So they have kind of less of an ability, I think, to take positions that are contrary to the ruling administration. They are sort of forced to be dance partners with the president at any given time. So they're reactive, arguably, more than directing the direction of politics or capitalism. Maybe I'll... Sorry.
effectivement, il y a une différence importante, un trait à tirer entre les gestionnaires d'actifs et la coalition de Big Tech. Larry Fink, par exemple, on a vu à quel point il peut démontrer une souplesse totale de son idéologie selon l'administration. Donc sous Biden, par exemple, il était pour l'énergie verte, pourquoi pas la diversité et l'inclusion. Et ça, c'est parce que la gestion des actifs est structurellement encastrée dans l'économie d'un pays. Donc, il y a une sorte de nécessité de faire avec le système en place. Donc, une obligation de ne pas trop aller contre le gouvernement actuel. And that's different, I think, from the tech venture capitalist CEO class, which interestingly now I think is self-consciously making this transition from being kind of a class in itself to a class for itself, right? I mean, they're trying to speak on their own behalf in ways that are sometimes contrary to the needs of the system's reproduction as such. So what do they want from the state? I think it's not just deregulation or withdrawal or less laws. The interesting and different part of the tech moment right now is the attempt to instrumentalize the fiscal power of the state for basically large projects of what you could call industrial policy. I mean, $100 billion in AI infrastructure investment is not a small state, right? I mean, there's some idea that the state is subordinated now to the large-scale investment of the tech sector and the tech sector alone, which speaks now for everyone. Not the same way that a Larry Fink did, saying a bit of this, a bit of that, your pensions, you know, your investment funds. But they're saying in a monomaniacal way, you know, the frontier of the future as such is determined by a small number of sectors: AI, space exploration, self-driving cars. These now stand in for the system as such, which is illogical, it's extreme, and yet they're quite convinced of it, right? I'll let you translate, and then I'll say one more thing then. Donc on a les gestionnaires d'actifs d'un côté, et puis de l'autre côté, on a une classe émergente de PDG, notamment dans le secteur high-tech, qui passe donc d'une classe en soi à une classe pour soi. Et qu'est-ce qu'ils veulent de l'État? Évidemment, ils veulent moins de lois, ils veulent cette fragmentation dont on a parlé, mais plus que ça, au-delà de ça, ils veulent vraiment instrumentaliser l'État, notamment au niveau fiscal, mais pas que. Et on voit ça là, maintenant, 100 milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle. Et vraiment, on peut voir dans la somme à quel point l'État est subordonné à ce secteur de l'économie. Et on voit dans ces quelques personnes qui dirigent ces quelques entreprises une sorte de monomanie à définir les frontières de l'avenir par un petit nombre de produits, de secteurs, l'espace, les voitures high-tech, l'intelligence artificielle, etc. So I think that it's actually helpful to think about some different categories than the ones we've used already. So I agree with you, Marlene, that, you know, libertarianism and neoliberalism, sometimes it's hard to tell the difference. Usually libertarians accept the term for themselves, but they won't accept neoliberalism. Critics will call it neoliberalism instead of libertarianism. There's room for argumentation in the neoliberal world about the role of the state. Are monopolies okay? Should there be more aggressive antitrust?
Is intellectual property a problem? Should everything be intellectual property? These are long debates from the 1930s until recently. What I think is new, and this is the point of my book in a way, is we actually haven't taken seriously anarcho-capitalism, which is a version of libertarianism so extreme that it wants to remove the state altogether. Not shrink it, not use it instrumentally, but to get rid of it and to make all state functions privately provided. Until a year ago, it would have seemed like a waste of time to talk about such a strange philosophy. We all know now that Javier Milei describes himself as an anarcho-capitalist. So one of the largest economies in South America, anyway, is governed by someone who sees himself as a follower of this very strange, internally contradictory philosophy. So we have to now, I think, go out of the bounds of our usual rational space of debate, where you say more or less monopoly, more or less, state power, and realize that there is a truly radical version of libertarianism which seeks to kind of undo the basic, social arrangement that we have long taken for granted. Sorry, so long. Aucun problème. Marlène, je suis d'accord avec toi que les néolibéraux traditionnels et les libertariens plutôt traditionnels sont des cousins, voire des frères. Certainement, du côté des néolibéraux, il y a une grande acceptation de l'idéologie libertarienne. Et effectivement, depuis les années 1930, on voit les mêmes débats à peu près, monopole ou pas, quelle place pour la propriété intellectuelle et la fiscalité, etc. Et ce qu'il faut voir ici et maintenant, c'est qu'il y a on assiste à l'émergence d'une nouvelle catégorie qui est l'anarcho-capitalisme. Il y a un an, ça aurait paru complètement étrange, voire ridicule de parler de ce courant de pensée, mais maintenant, Xavier Millet dirige la plus grande économie, that's the biggest economy in South America. Une des plus grandes économies de l'Amérique du Sud, et il s'identifie comme un anarcho-capitaliste. Et là, donc, on est vraiment à un moment historique où, pour la première fois, on voit un dirigeant d'un pays qui souhaite ouvertement non seulement détricoter l'État, mais détruire l'État entièrement. Et ça, c'est un changement historique. Not to mention the richest man in the world, Elon Musk, for whom the goal of everything is to colonize Mars under obviously non-democratic conditions as a purely private corporate colonization project. I'll just say one more thing, which is that I think... Oh yeah, go ahead. Sans parler d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui souhaite, il ne faut pas l'oublier, coloniser la planète Mars et certainement la coloniser pour instaurer un régime entièrement non démocratique. So just one more thing I think it's good to bear in mind, and I think this works exactly well with the kind of approach that you take in your work, is that neoliberalism, if you want to understand it, is not a stable ideology over time. That neoliberalism is the ongoing project to protect capitalism from democracy. And the enemies of capitalism in the minds of neoliberals is always changing. Sometimes it's socialists, sometimes it's environmentalists, sometimes it's feminists, sometimes it's the Green New Deal. Sidebar, it's insane that the reason that all federal funding was cut this week to everyone in the federal government was in part that they needed to remove aspects of the Green New Deal. This was the direct language used. There was no Green New Deal. The Green New Deal did not pass. It was an idea that didn't happen. So we're in this space where the enemies are not even necessarily real things. I mean, they're phantasms. But we need to understand the solutions being proposed as dialogic and dialectically emerging
based on the idea of who they are threatened by at any given time. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le néolibéralisme n'est pas stable. C'est un projet continu de protéger le capitalisme de la démocratie, des ennemis du capitalisme qui changent au fil des années. Donc le communisme, le socialisme, le féminisme, la mondialisation, les étrangers, les ennemis sont non seulement changeants, mais parfois sont totalement fantasmés, mais bien réels dans le sens où, là, cette semaine, on a assisté à la coupure de tout fonds pour fédéraux aux États-Unis, expressément pour chasser le Green New Deal. Donc le grand projet de loi qui visait à protéger l'écologie aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Green New Deal n'a jamais existé. Le projet de loi n'a jamais été voté. Donc, mais ça n'a pas empêché l'État actuel de détruire l'accès aux fonds de tous les programmes fédéraux ou de tenter de détruire cet accès. Donc, fantasmé, mais bien réel. Maybe just one last thing. I think that unless we think historically, we wouldn't be able to understand why I have 2 books on soy. One is called Les Globalistes, and then the second one is basically people who saw globalists as the enemy. You would think, okay, he's studying 2 different groups of people. I'm not. I'm studying the same group of people. The same group of people in the 1940s, 50s, and 60s thought globalism was good, so they thought as globalists. By the 1990s and 2000s, they thought globalism was bad, so you needed to escape from the state and get out of the international institutions. So don't search for consistency, right? We need to search for precision of interpretation at a specific moment. Donc je conclus en tirant votre attention sur le fait que il est primordial d'étudier l'histoire pour comprendre à quel point le cible des néolibéraux est mouvant. J'ai publié 2 livres au Seuil. Le premier s'appelait « Les globalistes » et puis celui-ci qui parle donc des anti-globalistes, et on aurait peut-être tendance à penser qu'il s'agit de deux groupes de personnes différents. Or, c'est les mêmes personnes, exactement les mêmes personnes qui, des années 40 aux années 60, s'attaquaient frontalement à la mondialisation et qui, depuis 1989, s'attaquent frontalement à l'État. Et c'est les mêmes personnes, pour souligner. Merci. Non. On va laisser la parole un petit peu. Peut-être Eric, si tu veux bien. Bon, déjà, merci Mathilde de ce débat. Ça me rend un peu jaloux parce qu'il y a longtemps que je trouve que ce thème devait être débattu. Il a déjà été ailleurs. Mais à l'Assemblée, puis en plus, ça me permet de rencontrer Marlène Banquet et Queen Slovenian. Je n'ai pas encore lu votre livre que Mathilde m'a offert, mais j'ai lu vos interviews. Alors je note ça qui me semble très intéressant. Je note que le capitalisme de l'Apocalypse, le seul reproche que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a un côté peut-être un peu pléonasme dans le titre. Mais c'était une joke. Bien. Moi, je crois que c'est un peu pour suivre la fin de l'intervention de Marlène Banquet sur est-ce que finalement la France pourrait être exonérée de ce processus. Bon. Jaurès disait que le capitalisme porte la guerre. C'était au moment de la première mondialisation capitaliste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été prémonitoire avec 2 guerres mondiales derrière. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au moment de la deuxième mondialisation capitaliste, qui est autrement plus violente et globale, on peut dire que le capitalisme porte en lui l'autoritarisme. Voilà. Et qu'à partir de là, vu les conditions matérielles et le fait qu'on n'a pas affaire à un autre capitalisme que celui qui se développe dans les pays où l'autoritarisme sévit, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'assiste pas à la même chose. Alors, on a certainement résisté plus longtemps
peut-être sûrement en lien avec notre révolution, notre République, notre devise. Mais pour quiconque hier était à l'Assemblée nationale, au moment où François Bayrou a revendiqué le terme de subversion et a vu se lever une espèce de marée bleue, j'allais même dire presque de chemise noire, qui allait du RN au MoDem, en train d'applaudir, et bis repetita après sur des propos de Madame Yadan vis-à-vis de nous traitant d'antisémitisme en lien avec Auschwitz, qui était un révisionnisme terrible en plus. Je peux dire qu'aujourd'hui, un peu comme les zombies, on est peut-être en train de rattraper notre retard. Bon. Et pourquoi je pense que c'est lié à la mondialisation capitaliste, c'est qu'un système qui produit les inégalités les plus fortes qu'on ait jamais vues dans l'humanité, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, moins de 50 personnes dans le monde possèdent l'équivalent du patrimoine de la moitié la plus pauvre de l'humanité, au moment où en France, on a rattrapé notre retard avec Macron et où 500 personnes ont vu entre 2017 et 2023 leur patrimoine passer de 20% du patrimoine national à 42% du patrimoine national, le doublement de leur richesse. Cette production d'inégalité, cette production d'austérité est tellement insupportable pour les peuples que oui, il faut de l'autoritarisme pour arriver à les faire tenir, avec son corollaire qui est le racisme pour les diviser. Donc il y a, quelque part, c'est un processus qu'on voit un peu partout. Et ce en quoi il est nouveau par rapport peut-être à la manière dont l'extrême droite est née avant-guerre, c'est qu'à un moment donné, cette extrême droitisation, j'allais dire, n'a presque plus besoin des formes organisées classiques de l'extrême droite pour prendre le pouvoir, parce que c'est des néolibéraux qui se transforment de fait en dirigeants d'extrême droite. Bolsonaro, Orban, Trump, etc. ne venaient pas à l'origine de l'extrême droite. Bon, et je pense qu'on n'est pas du tout en dehors de ça avec Macron. Voilà, je le dis pour être à peu près clair. Il a une autre caractéristique, c'est le fait de s'exonérer de la souveraineté populaire et des élections. 2005, le traité constitutionnel européen qui est contourné par le traité de Lisbonne, c'est quand même ça. Ce qui s'est passé en juillet cette année, c'est-à-dire la victoire du Nouveau populaire avec Macron qui le nie totalement, c'est quand même ça. Et puis ça a des équivalents ailleurs, etc. Donc pour moi, c'est la même chose avec en plus des moyens de propagande absolument inédits, de concentration des médias et de réseaux sociaux aux mains de quelques-uns. Et quelque part, j'allais dire que ce n'est pas étonnant que la mondialisation capitaliste étant finalement l'idée d'un absolutisme du marché, eh bien, il faille des régimes absolutistes pour l'incarner. Et ce que je crois, c'est que nous ne sommes que dans une étape. Et ça forme une question qui un petit peu est posée ici. C'est que je pense que la tendance à venir, c'est une tendance totalitaire, pas seulement autoritaire. C'est-à-dire qu'on est dans le début d'un processus où la suite de ça, c'est quelque chose qui peut définitivement s'exonérer des élections, mais qui peut surtout représenter, et la figure de Musk à ce niveau-là en est la quintessence, un pouvoir total globalitaire qui peut même mettre dans les mains d'un seul homme le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et en plus multiplié par les réseaux sociaux. Donc pour moi, il y a bien une dimension totalitaire dans cette évolution où les citoyens, finalement, seraient plus rangés qu'au rang de consommateurs, d'internautes, et rappelant un peu 1984. Donc je me demande, et c'est un peu une question, si finalement, c'est pas ça la suite de l'histoire. Je voudrais terminer juste sur une chose pour montrer... Si, une autre question qui se pose. Vous parlez des États-nations, d'accord ? Ils s'exonèrent des États-nations incontestablement. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'ils s'exonèrent complètement d'autres entités géographiques qui peuvent être, de la même manière que nous, par exemple, notre République a une vocation universelle, qui peuvent aussi avoir une vocation universelle idéologique. Autrement dit, je ne suis pas sûr que cette tendance totalitaire soit contradictoire avec le renforcement de l'empire. Et je parle notamment de l'empire des États-Unis, c'est-à-dire à un moment donné, une constitution à partir d'un espace géographique, évidemment, qui peut avoir une vision, elle aussi, d'État total, globalitaire, quelque part, sur le monde. Je termine juste par une réflexion. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je leur conseille de lire 1932, Naissance du libéralisme autoritaire, par Grégoire Chamaillou. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle deux choses. En 1932, il y a deux débats qui se déroulent en Allemagne. Il y a Carl Schmitt, qui va être le théoricien, le juriste, qui va fonder la théorie nazie.
qui fait qui au départ, c'est un peu la même chose de l'évolution de certains. Il est conservateur, il est catholique, il est du centre droit, et puis il va finir au parti nazi. Et Carl Schmitt fait une conférence dans laquelle il exalte quelque part l'idée d'un libéralisme autoritaire, d'un État fort, d'un État autoritaire, pour toutes sortes de raisons qui ressemblent un peu à un débat. Et puis d'un autre côté, même conférence un peu plus loin, de quelqu'un qui, lui, ne va pas avoir le même devenir, lui va plutôt devenir anti-nazi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le père de l'ordolibéralisme, c'est Alexander Rustov. Et Alexander Rustov, il arrive aux mêmes conclusions à ce moment-là, en 1932, que Carl Schmitt. Il arrive sur l'idée qu'il faut, au final, un État autoritaire. Quelque part, Chan Yu dit que c'est la rencontre entre un autoritaire qui se révèle libéral et un libéral qui s'affirme autoritaire. Et on a là deux choses qui mettent en conjugaison finalement le néolibéralisme et une vision autoritaire de l'État qui va devenir, on le sait, une vision finalement totalitaire avec le nazisme. Donc je me dis que bis repetitas, que finalement l'histoire nous éclaire parfois. Et je voudrais aussi, si vous connaissez ces épisodes, nous dire votre réaction sur ces comparaisons. Thank you very much. I think I'll just respond to a couple of the things. Thank you. One of the things that my book does is it starts with Peter Thiel in 2009 saying that he no longer thinks freedom and economic freedom and capitalism are compatible. So we need to escape from politics in all kinds. And he talks about creating thousands of new polities. By the end of the book, he has decided that the easier thing than creating a new state is taking over one that already exists. And I think the best way to understand what's happened with this authoritarian libertarianism is that they have gone actually from a dream of exit to a dream of a reality of state capture. Pour répondre à une de vos questions, je rappelle que j'ouvre mon livre avec une citation de Peter Thiel qui, en 2009, dit que son idéal, vu qu'il pense que la liberté économique est absolument incompatible avec la démocratie, que le capitalisme a besoin d'être libéré, il pense que la meilleure manière de créer cette liberté économique est de créer plein d'États différents, avec plein de régimes différents. Et à la fin du livre, donc maintenant, la position actuelle de Peter Thiel est de dire qu'il faut prendre le contrôle d'un État existant pour réussir à s'accaparer de ces structures et ces institutions et les mettre au service d'un capitalisme complètement débridé. And as far as what one would describe this ideology as, I mean, it's useful to remember that Elon Musk's official job title at Tesla is Techno King. He's not the CEO, he's the Techno King. And you don't need to think of a better name than that. This vision of CEO combined with monarch is something developed in the work of Curtis Yarvin, Hans Hermann Hoppe, and others, which combines centralization of control, indifference to popular opinion, and supposedly a long time horizon of consideration for the well-being of the territory. Well, the idea of the monarch is they give it to their children who give it to their children. So there's this. Et puis après, pour continuer, je vous rappelle quand même que le titre officiel de Elon Musk à Tesla est Techno King, Techno Roi. Donc il ne faut pas chercher très très loin de voir à quel point cette idée de monarchie est liée à la vision du monde de ces PDG-là. Et il y a un grand courant de pensée dont fait partie Elon Musk qui marie la centralisation du contrôle, une indifférence totale à l'opinion publique et une vision au long terme d'un territoire.
un monarque qui passera son pays à son fils, à son arrière-petit-fils, donc qui préserve son État pour un avenir qu'il aura défini lui-même. Then maybe one more thing to this question of whether there's a universalizing goal for the people who dream of a world of zones. You mentioned empire, and I think that's the right touchstone, but empires ruled through difference, not through uniformity. The 19th century was filled with a whole variety of state forms, crown colonies, treaty ports, concessions, and these were functional for capitalism in the 19th century to offer different services based on what kind of a unit you were. So in that sense, yes, I think it is like actual empire, not in the sense that it wants one rule for the world, but it wants a multiplicity and a kind of a galaxy of diverse rule for different parts of the world. Et pour répondre à votre question sur le côté universalisant de cette idée de zone, de ce capitalisme et ce totalitarisme par zone, vous avez raison, le mot empire est assez juste, à condition de se rappeler des empires du XIXe siècle qui régnaient par la différence, par une variété de régimes, de concessions, de traités, etc. Donc on n'est pas nécessairement ou pas du tout dans une vision du monde où il y aura un régime pour le globe entier, mais plutôt un empire qui gère par toute une panoplie d'options de règne. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. C'est toujours compliqué la première. Oui, bonjour. J'ai eu la chance de lire le livre de M. Slobodian, donc je n'ai pas lu le vôtre, mais je vais essayer de poser une question à laquelle vous pouvez peut-être répondre tous les deux. Alors, d'abord, votre livre est à la fois passionnant et terrifiant. Passionnant parce qu'il donne une cohérence, un peu ce que vous avez dit, sur plusieurs décennies de décisions politiques, de décisions juridiques pour certains pays, de décisions démocratiques, à laquelle peut-être nous, on n'a pas compris le sens que ces décisions avaient les unes avec les autres, mais dont on comprend mieux aujourd'hui le but. C'est-à-dire que, donc, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une surprise, mais on est à l'aboutissement de décennies de décisions qui doivent nous amener la situation du monde à cet état aujourd'hui. Et donc, moi, je trouve très intéressant cet éclairage que vous nous donnez. Après, en tant qu'historien, je suis content aussi que vous mettiez accent sur le fait que les libertariens piochent dans le Moyen-Âge de notre continent, un Moyen-Âge fantasmé, on va dire, et aussi, en prenant exemple, j'aurais aimé que vous approfondissiez aussi sur les villes commerçantes autour de Venise des années du XVIe siècle. Voilà. Mais donc vraiment, c'est passionnant, c'est terrifiant parce que, et c'est la question, c'est une des deux questions que je veux poser, c'est quelle est la piste pour nous défendre contre cet apocalypse qui arriverait? Quelles sont les pistes? Est-ce que c'est au niveau national ou il n'y a qu'une piste internationale? Et là, ça paraît encore plus difficile. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ici même au sein d'une Assemblée nationale pour changer le cours des choses? Et la deuxième question qui s'adresse à tous les deux, c'est est-ce que, vu que vous dites à un moment donné dans votre livre que un partisan du Brexit, Cummings, je crois, a dit que Singapour était une start-up nation à un très haut niveau, je ne sais plus exactement le terme, très performante, je crois. Voilà. Et étant donné que notre président de la République, je crois, a été élu à un moment donné sur
un programme où il vantait la Startup Nation et qu'il voulait faire de la France une Startup Nation. Donc, automatiquement se pose la question, est-ce que notre président de la République est libertarien ? So I think that there's kind of two possible remedies or responses to this trend. One is to restore the old-fashioned power of democratically representative governments to rein in these tendencies. Remember that we were only a few tens of thousands votes away from a different outcome in the American election, in which there was a very different narrative about the role of government, the way it had the means to direct investment towards longer range goals of energy transition, better paying jobs. Arguably, there just wasn't enough time for the Biden strategy to succeed. FDR governed for 3 terms. You can't be a new FDR in 1 term. So my first thing as a historian, too, would be to say, let's not too quickly assume that this was the only present that was possible. I think there were other possible presents, and we unfortunately are in this timeline. Maybe you want to translate that first. Ma première réponse est de dire qu'il est important de restaurer le pouvoir des gouvernements démocratiquement élus. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, Trump a gagné par une marge de quelques dizaines de milliers de voix et que face à lui était une toute autre vision du présent et de l'avenir, notamment dans l'écologie, les droits, etc. Mais il manquait du temps. Roosevelt a eu 3 mandats pour mettre en place son New Deal à lui, tandis que Biden n'a eu que 4 ans pour mettre en place son Green New Deal, qui a donc échoué. Donc il ne faut pas oublier que le présent est là et d'autres présents sont possibles, restent possibles. And on the question of Singapore, I mean, one of my points in the book is there are many Singapores, right? That the Singapore that one could praise or even recover or emulate is the one that built housing for its entire population of citizens, the one that did plan for the transformation of the manufacturing base in ways that moved Singapore up the value chain. It is a social democracy of sorts that relies heavily on a labor population that is largely non-citizen and without rights. Yet, we can, I think, pick and choose in certain ways from the Singapore model without becoming sort of automatically tainted as libertarians. And one of the interesting things, arguably, about what's happening in the United States right now is there's an incoherent attempt to do multiple political economic models at once. We're trying to do Lee Kuan Yew's Singapore, pouring money into the technological cutting edge, at the same time as we're doing Meyer Lansky's Las Vegas, ramping up gambling and betting and creating, bullshit cryptocurrency as the motor of the economy. So this is how I think we have to see these different political economic models. They're mixed and matched, they're recombined, and they're always being reinterpreted, actually. Et par rapport à votre question concernant le Singapour et le Startup Nation, il ne faut pas oublier qu'il existe de multiples Singapour. Donc le Singapour est aussi une sorte de démocratie socialiste qui a construit des logements sociaux pour 85% de sa population, je crois, 85%, ou plus, qui a réussi à planifier et à transformer son économie pour l'amener de l'industrie à la haute technologie, et aussi qui dépend d'un vivier de non-citoyens sans droit travaillant dans son territoire.
Et donc, il faut pas oublier, quand on parle de Startup Nation et de Singapour, qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, très clairement à quel point les gouvernements tentent de mettre en place plusieurs idées de l'économie qui sont en conflit l'une avec l'autre. Par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a un investissement massif dans la high-tech et dans une sorte de tentative de faire comme Singapour et d'emmener l'économie américaine vers l'avenir, en même temps qu'on investit dans une vision d'une sorte de jeu qu'on fait avec les crypto-monnaies et le pari de créer une sorte de Las Vegas à grande échelle sur le territoire. Donc, dans un même pays, on peut avoir de multiples formes et objectifs de gouvernement qui existent en même temps. Maybe just one more short response is that, Marlene mentioned COVID and 2020, and if we return to COVID, we remember there were divergent trends then, right? On the one hand, the state was back as the caretaker of a population willing to transform daily life almost immediately in enormous ways. At the same time, people became more distrustful of authority in the state and began to withdraw and secede into their own spaces, sometimes literally. We're arguably still in this political kind of seesaw. Do we trust authorities to give guidance, or do we want to only defend our secessionist space of, personal freedom? So I don't think that's settled. I mean, I don't want to give the impression that I think here's the trajectory and basically we're all screwed. The apocalypse actually isn't here yet, so we'll still see what it will reveal. Et pour aller plus loin avec cette idée de différentes idées de l'économie en conflit, on voit ça même à l'échelle de l'individu en relation à l'État. Marlène a évoqué le Covid et on a vu dans la majorité des pays deux tendances diamétriquement opposées entre l'État qui a fourni toute une panoplie de solutions et de réponses à la crise et d'individus, donc de citoyens qui ont fait confiance à ces solutions, et un repli sur soi et un désir de se soustraire de la vie publique et de la vie en communauté. Et donc, il ne faut pas oublier, je n'ai pas écrit ce livre pour dire que fatalement on va vers l'apocalypse, mais pour dire que ces deux tendances, ces deux visions du monde et de soi-même et du gouvernement sont en conflit actif actuellement. Ce désir sécessionniste qu'on voit sur la place publique et en même temps une envie et une ébauche peut-être d'une autre confiance en un État qui fonctionne. Excusez-moi, je réponds brièvement parce que je vois que le temps est déjà un peu dépassé. Du coup, pas tout ce que vous avez dit. Juste 2 points sur la question de la Startup Nation c'est une bonne question de savoir si Emmanuel Macron est libertarien ou pas. Je suis pas certaine que je dirais ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il a fait campagne, pour la première fois, il a été reçu par France Invest, qui est l'association professionnelle qui coordonne tous les acteurs du capital investissement en France, et la présentatrice qui l'accueillait donc à ce moment-là, donc il était pressenti pour être président. Enfin, évidemment, les élections sont jamais faites avant d'être faites, mais enfin, en tout cas, il était un candidat. On était arrivé au moment où il était un candidat sérieux. Et donc, la présentatrice l'a accueilli en lui disant: mais alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait que vous, votre ennemi, n'est pas la finance, puisqu'il avait été donc le ministre de François Hollande. Et donc, tout le monde a ri, Emmanuel Macron a ri. Donc, je raconte cette anecdote juste pour dire que dès le début de sa campagne, il a eu à cœur, en tout cas, de se lier avec notamment certaines franges de la finance alternative et avec des secteurs patronaux qui ne sont pas nécessairement naturellement... dont les orientations spontanées n'auraient peut-être pas été dans son sens. Sauf que ça, c'était lors de son premier mandat.
mes impressions de terrain aujourd'hui, c'est que la défiance s'est installée entre une part de ces secteurs financiers et lui, et que de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Les secteurs financiers qui financent des startups et qui financent, comme on dit, l'innovation, elles iront bien entendu à l'option politique la plus offrante pour eux. Elles iront à la fois au plus offrant, mais elles iront aussi à celui qui peut garantir un minimum de stabilité dans le pays et un minimum d'ordre dans la société. Et l'impopularité, en tout cas, je ne veux pas me prononcer plus, mais enfin, le président est assez impopulaire pour l'instant, donc il offre peut-être plus toutes les garanties, en tout cas de fiabilité, qu'il a pu offrir par le passé. Sur la seconde question, et c'est juste mon mot conclusif, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pire n'advienne pas? Donc du coup, j'ai pas de réponse certaine, mais je pense que, vous êtes historien, Queen aussi du coup, donc je crois qu'on serait tous d'accord, en tout cas pour dire et redire que les faits économiques ne sont pas des faits naturels, qu'il n'y a pas de loi économique qui, sous le modèle des lois de la physique ou des lois de la nature, conduirait nécessairement le capitalisme vers son autodestruction et la nôtre en même temps. Il y a eu d'autres modes de production avant, on peut imaginer qu'il y ait d'autres modes de production après. Ce qui est fait de main humaine et peut donc être défait de main humaine aussi. Et puis simplement, voilà, 2 petites dernières choses. On a tendance toujours à imaginer que ces forces, que ce soit les forces du capital ou que ce soit les forces de ces libertariens organisés, sont en quelque sorte des forces qui ont dépassé les forces de l'État, et très souvent cette image circule d'États qui seraient rendus impuissants par des secteurs financiers devenus tout puissants, ou là par des libertariens devenus tout puissants. Et je pense que peut-être on peut encore redire que dans le cas de la finance alternative, mais c'est pareil dans le cas de la création de zones libérées du droit, ces zones libérées du droit, elles sont aussi rendues possibles par des règles de droit qui rendent possible, les États rendent possible l'organisation de leur impuissance. Donc on peut aussi tout à fait imaginer que cette impuissance voulue, on pourrait du coup organiser les choses différemment. Et voilà, du coup peut-être une tâche à laquelle, parmi la multitude des tâches auxquelles il faudrait s'atteler, une des tâches, on a utilisé à plusieurs fois cette question de narratif ou d'utopie mobilisatrice. Moi, je suis sensible au fait qu'il y avait une utopie mobilisatrice autour notamment de la question de la méritocratie et des libertés civiques et civiles dans le néolibéralisme. Il y a une utopie mobilisatrice aussi, tout aussi étrange que ça paraisse, de France. Il y a une utopie mobilisatrice autour de ces libertariens et de cette idée de liberté absolue, de responsabilité absolue de soi-même. Et autour de l'idée aussi que l'État serait un ennemi qui rentrerait dans nos vies et qu'on pourrait s'en libérer pour retrouver notre pleine puissance. Il y a là une utopie mobilisatrice aussi. Il y a aussi donc probablement des imaginaires, des récits à construire et à reconstruire à gauche, et des utopies mobilisatrices aussi du coup à reconstruire en face de celles qui circulent massivement en ce moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai une question. Merci beaucoup pour vos exposés extrêmement éclairants et qui donnent vraiment envie de lire vos livres. Il y a un point qui m'a étonné, c'est qu'aucun de vous deux n'avait prononcé un nom qui est celui de la Chine. La Chine, beaucoup de gens le qualifient de capitalisme autoritaire. Donc mes questions, c'est comment vous qualifieriez la Chine par rapport à ces concepts-là, et comment vous voyez l'évolution assez terrifiante, comme disait monsieur, que vous nous présentez, et le rôle de la Chine, soit comme facteur d'accentuation de cette évolution, soit au contraire comme facteur d'affrontement. Yeah, I mean, the first chapter of the book is, I think, an answer to that question. It's about how Deng Xiaoping and the Chinese Communist Party in the 1980s tried to copy Hong Kong, basically, and make many Hong Kongs in southern China, coastal cities. And this zoning I'm describing is primarily happening in China, right? Most of the world's special economic zones are in China. And I thank Marlene for the helpful clarification, which I completely agree with, that these zones are not in general sort of against the state. They are tools of the state for particular purposes. Maybe you want to something else to say.
Je réponds à cette question dans le premier chapitre du livre qui parle du Parti communiste dans les années 80 qui s'est servi du modèle de Hong Kong pour créer toute une série de villes et de zones franches basées sur le modèle du Hong Kong. Et donc la Chine est un moteur, un des moteurs principaux de la création des zones. Et je reprends ce que Marlène a dit sur le fait qu'il ne faut pas oublier que les États se servent de la création de ces zones. Ces zones sont un outil des États et notamment de la Chine. But I think the interesting thing is that the current advisors to President Trump from the tech world, I think they have a false idea of China that they are now replicating themselves. They have an idea that's wrong, that China is a centralized government in which tech oligarchs work hand in hand with the leaders to transform the economy. But actually, China is a highly competitive economy with many centers of power and many losers as well as a few winners in these struggles for market share. So actually, I think, ironically, Mark Andreessen and his friends are performing a kind of techno-orientalism by trying to copy their bad idea of China and turning it into now our bad reality of America. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les conseillers de Trump qui sont enchantés par le modèle de la Chine ont une idée finalement qui est fausse de la Chine. Ils rêvent d'une Chine centralisée où les leaders du secteur de la technologie travaillent main dans la main avec le gouvernement de manière extrêmement centralisée. Quand la réalité sur le terrain, c'est que la Chine est un pays extrêmement fracturé, où il y a beaucoup de différentes règles qui dirigent toutes sortes d'activités économiques. Et il y a des gagnants, bien sûr, mais il y a beaucoup de perdants. Donc, Mark Andreessen et ses amis font preuve d'une sorte d'orientalisme ou de fantasme d'une Chine qui n'existe pas et ils sont en train de créer un modèle qui n'est basé sur rien. Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la Chine. Effectivement, il n'y a pas... la Chine est un... Enfin, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais je pense aux travaux d'un collègue, Horacio Ortiz, qui travaille sur la finance chinoise et qui montre très bien que la Chine est un pays qui est moins centralisé que ce qu'on pense et dans lequel il y a en fait un cumul à la fois, enfin il y a en fait plusieurs niveaux d'organisation du capitalisme chinois, donc à la fois des règles très centralisées qui sont les plus visibles et les plus connues, des règles de contrôle de la population notamment et des règles de contrôle du capitalisme, mais en même temps un autre niveau beaucoup plus décentralisé et en fait très efficace, dans lequel se développe aussi une part des entreprises chinoises et dans lequel aussi se joue une part de la puissance accumulative du capitalisme chinois. Et j'ajoute juste pour conclure que, effectivement, l'existence même du modèle chinois doit achever de nous convaincre qu'il n'existe pas, encore une fois, une seule trajectoire possible du capitalisme, ne serait-ce parce que nous sommes aujourd'hui face à une diversité des formes de capitalisme et donc une diversité des trajectoires possibles du monde à venir. Alors, sans espérer que le monde suive l'exemple chinois, c'est pas du tout mon propos, mais enfin, en tout cas, cette diversité est déjà là. Écoutez, je crois que l'heure tournant, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment un moment très très intéressant. Merci à tous également pour votre écoute et puis vos interventions. Et voilà, donc j'espère que on trouvera des trajectoires pour venir contrer l'avenir sombre quand même qui est dessiné dans vos ouvrages. Merci beaucoup. Merci Mathilde.